Aujourd'hui, je te propose une traduction exclusive d'un podcast de Michael Saylor. La version complète dure 1h40, donc je vais découper en 3 ou 4 parties pour éviter de faire une vidéo trop longue. N'oublie pas que réaliser ce genre de vidéo me prend énormément de temps, entre le doublage de la voix et l'incrustation des sous-titres. Donc si le travail te plaît, pense à liker la vidéo pour me soutenir. C'est gratuit et rapide à faire, et ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Je compte sur toi, merci. Allez, on passe maintenant au podcast. Bon visionnage. Je pense que la proposition risque-récompense pour Bitcoin en 2024 est meilleure que n'importe quel autre moment dans l'histoire des actifs. Pourquoi ne pourrait-il pas englober toutes les propriétés de réserve de valeur, ce qui vous amènerait à 2, 3, 400 000 milliards. C'est pourquoi nous voulons étudier l'histoire. Si vous étudiez l'histoire, vous allez découvrir que les monnaies se sont effondrées des milliers de fois. En fait, en moyenne, elles s'effondrent partout. Je pense que l'ère de la ruée vers l'or du Bitcoin a commencé en janvier 2024 et je pense qu'elle se poursuit jusqu'à environ novembre 2034. C'est la ruée vers l'or parce que c'est la période où il y a encore beaucoup de peur, d'incertitude. Les gens ne sont toujours pas sûrs, ils ne comprennent pas l'énergie numérique, ils ne comprennent pas le capital numérique, ils ne comprennent pas la propriété numérique. Donc les critiques sont mal informés et les investisseurs traditionnels ont tout l'argent. Il y a 900 000 milliards de richesses là-bas et seulement 1000 milliards dans le Bitcoin. Donc 99,9% de la richesse n'est pas investie. Vous savez, j'ai toujours aimé l'histoire, donc oui, c'est en quelque sorte vrai. À l'époque où cela a été écrit, je pense que j'avais l'habitude de lire des extraits de l'histoire de la civilisation aux nouveaux employés le jour de leur arrivée. Donc, je lisais à ce sujet et ça a marqué les gens. Maintenant, je dirais que ce que je fais très souvent, c'est écouter les versions audio des livres et des histoires audio. Et une chose que j'ai faite est de relire et écouter à nouveau l'histoire de la civilisation. Donc, c'est l'histoire de la civilisation occidentale par Will et Ariel Durant. Et c'est une douzaine de volumes, 1000 pages chaque volume. Cela prend environ 50 heures pour passer à travers chaque volume. Et c'est notre héritage oriental. La vie de la Grèce et César et Christ, l'histoire de Rome et au Moyen Âge, l'âge de la foi. En ce moment, j'écoute l'âge de Voltaire. Et je pense que c'est vraiment constructif de faire cela, pour plusieurs raisons. Premièrement, maintenant, quand je suis sur un tapis de course, ou en marchant dans la rue, ou en voiture, j'écoute. Donc je me sens comme si j'accomplissais plus de choses pendant mon temps que si j'écoutais la même chanson en boucle 98 fois. Même si j'aime la chanson, mais c'est quand même 98 fois la même chanson. Mais la deuxième chose est que quand vous étudiez l'histoire du monde, que ce soit l'histoire de la civilisation occidentale, où Murray Rothbard a écrit quelques livres vraiment détaillés sur les circonstances économiques aux États-Unis avant la guerre révolutionnaire, appelé Conveyed in Liberty, où il a écrit un point de vue d'un économiste autrichien sur l'histoire de la pensée économique et donc l'histoire de la pensée économique pour des milliers d'années. Et quand vous écoutez ces choses à l'âge de la maturité, vous comprenez mieux et différemment que lorsque vous... Tout d'abord, je ne les ai pas lus dans mon adolescence ou dans ma vingtaine. Et maintenant, je lis certaines choses, mais la deuxième chose est que si vous avez vécu assez longtemps, alors quand vous relisez les histoires, vous comprenez ce qui s'est passé et ça fait beaucoup plus de sens et c'est très pertinent pour le Bitcoin parce que ce que vous voyez, c'est la tension entre le chaos et l'ordre et entre l'autorité. Ceux qui souhaitent imposer l'autorité et ensuite ceux qui souhaitent décréter la liberté et aussi cela vous aide à surmonter beaucoup de tropes, beaucoup de clichés. Vous savez, par exemple, les gens ont créé de la monnaie ou des monnaies pendant des milliers et des milliers d'années. Et dans pratiquement chacune de ces histoires, ça commence toujours avec un nouveau dirigeant, une société vertueuse, une nouvelle monnaie, ils la gardent forte, ils s'étendent, tout le monde commerce avec la monnaie, puis ils s'étendent encore plus, ensuite ils doivent mener une guerre, puis imprimer plus d'argent pour mener la guerre, ensuite ils dévaluent la monnaie
Et assez rapidement, la monnaie ne vaut plus rien, les gens ne veulent plus commercer avec eux parce qu'ils ont dévalué la monnaie, ils l'ont fait s'envoler en fumée, et puis à un certain moment, les soldats se rendent compte que l'argent avec lequel ils sont payés ne vaut plus rien, ou les soldats ne sont pas payés, et quand les soldats ne sont pas payés, ils se mutinent ou désertent, et ensuite, invariablement, ce qui se passe ensuite, c'est que quelqu'un, en dehors de ses frontières, gagne la bataille. Et bien sûr, cette civilisation blâme son déclin sur les barbares, comme si ce n'était pas de notre faute. C'étaient les méchants qui parlent une langue différente ou ont une religion différente. Ils nous ont en fait attaqués sans provocation, et l'histoire est toujours que les méchants ont causé l'effondrement de notre civilisation. Mais la vraie histoire, généralement, c'est que la civilisation s'est engraissée et s'est reposée sur ses lauriers, puis est devenue arrogante, et ensuite, ils ont commencé à falsifier de l'argent. Et puis ils ont oublié que vous ne pouvez pas payer vos propres soldats avec de l'argent contrefait. Et quelque part, entre les gens mourant de faim et tous les soldats désertants, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas capables de continuer les guerres qu'ils menaient. Puis ils perdent la guerre. Et ensuite, la prochaine société s'élève, et ils refont encore, et cela se produit. Ce n'est pas une douzaine de fois, ce n'est pas 100 fois. Si vous lisez ceci, c'est des milliers et des milliers de fois que vous voyez l'ascension, le déclin, la chute et la réémergence. Il y a toujours ces principes communs et les principes concernant le pouvoir et l'énergie, n'est-ce pas? Les sociétés qui ne savent pas, si vous ne comprenez pas la puissance du feu, comme les Japonais, ils ne voulaient pas vraiment adopter les armes à feu. Alors, ils ont simplement adopté la loi pas d'armes. Puis les Occidentaux sont arrivés avec des armes. La même chose est arrivée en Chine. Pendant un certain temps, ils ne voulaient tout simplement pas. Ils voulaient fermer leurs frontières et ils étaient donc contre les techniques modernes. Puis les Occidentaux sont arrivés avec la puissance de feu. Et puis les frontières se sont ouvertes. Et puis la structure de pouvoir politique s'est effondrée. Puis une autre. À un moment donné, quelqu'un a inventé un meilleur canon. Et les gens dans le déni ont perdu la prochaine bataille. Et puis quelqu'un a inventé un meilleur navire. Et puis les gens dans le déni avaient moins de puissance maritime. Et donc, ils se sont étouffés. Et puis quelqu'un a inventé un char. Puis il y a eu des avions. Et ça continue comme ça. C'est toujours à propos de maîtriser le pouvoir, de maîtriser et canaliser l'énergie. Et vous avez l'énergie physique. Et c'est comme ça que les gens gagnent des guerres. Puis vous avez l'énergie économique. Et toutes les bonnes sociétés réussissent à créer des réseaux de commerce sur une base solide. Une monnaie forte en laquelle les gens ont confiance. Et puis finalement, le petit-fils de la personne qui l'a mis en place devient un peu plus radin. Puis les arrière-petits-enfants deviennent un peu plus radins. Ils commencent à se battre entre eux, puis ils dévaluent la monnaie. Puis leur armée déserte et leurs partenaires commerciaux ne veulent plus commercer avec eux. Et toute l'énergie commerciale les contourne. Puis ils blâment les barbares. Et ça recommence. Tu trouves tout ça dans Will Durant. Si vous le lisez, ce que vous réalisez, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a été joué et l'histoire est presque un récit d'un groupe de mâles alpha arrogants qui sont un peu ignorants et qui pensent que cette fois, c'est différent et qu'ils ont été mis sur Terre pour tout réparer. Et ils vont... Alexandre le Grand part en vadrouille à la fin de son adolescence. Et bien sûr, nous l'appelons le Grand. Mais la blague, c'est qu'après avoir conquis 200 pays et perdu toute son armée, il est mort à 33 ans. Et tout s'est effondré quelques mois après. Vous pouvez faire ça pendant 1, 2 ans, 10 ans, et puis tout s'effondre sous son propre poids. Et ça continue encore et encore, comme ça. Donc j'aime vraiment écouter ça, ou lire ces histoires. Je pense que vous pouvez apprendre beaucoup d'elles, et la chose la plus utile que vous pouvez apprendre, c'est que ce n'est pas la première fois que cela a été fait. En fait, c'est commun tout au long de l'histoire humaine. Chaque civilisation a échoué parce qu'elle ne pouvait pas canaliser la puissance ou était moins puissante techniquement du point de vue de l'ingénierie, n'est-ce pas? Ou parce qu'elle ne pouvait pas canaliser le capital. Comme la puissance économique et ses systèmes monétaires étaient complètement défectueux, ou ils étaient inférieurs, n'est-ce pas? La société qui échange des perles de verre se fait écraser par la société qui échange des pièces de métal.
Et ceux qui échangent des pièces d'or écrasent ceux qui échangent des pièces de cuivre. Et même là, vous croyez que l'or est de l'argent. Les Espagnols partent conquérir le Nouveau Monde, ils ramènent tout l'or, cela ne résout pas le problème, parce qu'ils gonflent l'offre d'or par un facteur de 5. Donc ils ont créé une hyperinflation. Leur propre économie s'est effondrée et l'Empire espagnol s'est effondré parce qu'ils n'ont pas compris les implications de gonfler l'offre monétaire. Et ils l'ont découvert à la dure 1700 ans après que les Romains l'aient découvert. Et ils l'ont découvert 500 ans après que les Grecs l'aient découvert. Et cela s'est produit en Égypte, et cela s'est produit en Syrie, et cela s'est produit en Chine. Et c'est arrivé autant de fois que nous pouvons l'écrire, et c'est probablement arrivé 100 000 fois que nous n'avons pas écrit. Et donc oui, j'encourage les gens à lire l'histoire, en particulier la bonne histoire politique, la bonne histoire économique. Et en 1500, ils utilisaient des peintures comme réserve de valeur en Italie. C'est une chose intéressante qui apparaît. Vous trouverez tous ces principes qui continuent à apparaître. Comment trouver des actifs rares pour stocker votre valeur de manière portable. Et si vous lisez, vous direz « Wow, le Bitcoin a résolu ce problème ». Donc oui, je pense que c'est génial. Et j'encourage les gens à lire Durant et à lire Rothbard et à lire à peu près toutes les histoires écrites par une source réputée. Et le faire maintenant que vous êtes adulte, parce que vous comprenez les choses maintenant que vous ne compreniez pas quand vous étiez à l'école, et cela résonnera différemment avec vous. Je ne suis pas surpris de leur succès. Je m'attendais à ce qu'ils soient très reconnus. Je pense qu'il y a 10 ans de demandes refoulées. Ce sont les développements les plus attendus de Wall Street. C'est comme si Bitcoin devenait public. C'est comme l'IPO de Bitcoin. Sauf que c'est comme si 10 entreprises devenaient simultanément publiques avec Bitcoin. Parce que Bitcoin est une marchandise, ce n'est pas un titre, donc l'idée que BlackRock et Fidelity et Grayscale et Bitwise et ARK prennent tous les Bitcoins publics en même temps est un gros événement. Le fait que je ne sois pas surpris de leur succès en tant qu'ETF, c'est parce que Bitcoin est l'ETF ultime. Les autres ETF sont basés sur le pétrole, comme les ETF sur les matières premières, pétrole, or, platine, argent, palladium, les paniers de matières premières, le gaz naturel. Tous ces produits sont défectueux en tant qu'actifs d'investissement parce que les matières premières physiques ne sont pas rares. Les matières premières physiques peuvent être fabriquées en n'importe quelle quantité avec du capital supplémentaire et du savoir-faire. Donc, en fin de compte, le meilleur d'entre eux est l'ETF sur l'or. Mais si beaucoup d'argent afflue dans un ETF sur les matières premières, cela injecte effectivement du capital dans les producteurs de matières premières, qui se débarrassent ensuite de cette matière première sur le marché, ce qui maintient les prix bas. Donc, les ETF sur les matières premières n'étaient jamais une grande idée. D'un autre côté, comparer ces ETF Bitcoin à l'indice S&P, le plus grand ETF et peut-être le plus grand développement sur Wall Street était le lancement du S&P 500 en 1993, il y a environ 30 ans. Et l'idée que vous puissiez créer un ETF qui représente un panier de 500 actions était grande. Et surtout, elle était grande parce que cela est arrivé à un moment où les gens avaient perdu la foi dans la monnaie en tant qu'outil d'épargne. Et donc, ils essayaient de comprendre ce qu'est l'argent. En fait, une génération entière a considéré l'indice S&P comme de l'argent. Comment allez-vous conserver votre excédent de liquidité pendant une décennie ou plus? Pas sur un compte courant, pas un compte épargne, pas une action, mais l'indice S&P. Donc l'indice S&P est devenu de l'argent. Et cet ETF est devenu l'indice monétaire. C'est pourquoi aujourd'hui, parmi les ETF, c'est le meilleur ETF. Si vous regardez le SPY et tous les ETF de l'indice S&P, ils détiennent la majeure partie du capital qui est investi. Mais le problème avec ces ETF, c'est que les actions elles-mêmes ne sont pas conservatrices. Donc si j'augmente le prix d'une action par un facteur de 10, vous obtenez plus de capitaux propres, ou autrement dit, si je prends des centaines de milliards de dollars en espèces et que j'achète l'ETF, comme l'ETF S&P, l'ETF doit acheter toutes les 500 actions au prorata.
Ce qui signifie qu'ils vont devoir acheter Tesla, Apple, Google et Meta à n'importe quel prix. Ils achètent à n'importe quel prix, même s'ils payent trop cher. Donc, lorsqu'ils achètent à n'importe quel prix, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent plus de capitaux propres parce qu'ils encouragent ces entreprises à émettre plus d'actions. Et bien sûr, c'est du bon sens. Si le prix de votre action double, les employés et la société avec des options sur actions vendent les actions. Quand ils vendent les options sur actions, vous mettez plus d'actions sur le marché. Donc, le prix crée de l'offre. Il y a une élasticité de l'offre en fonction du prix, et c'est la même chose avec les matières premières. C'est la même chose avec les REIT, sociétés d'investissement immobilier cotées. Et c'est pareil avec les fonds obligataires. Lorsque vous avez des flux de capitaux dans toutes ces autres classes d'actifs, vous créez une offre de cet actif. Ils ne sont pas rares. Bitcoin est unique parce qu'aucun montant de capital affluent dans un ETF Bitcoin ne créera plus de Bitcoin. Ce que nous avons, ce sont 900 Bitcoins par jour. Et autour du 16 au 18 avril de cette année, nous allons passer à 450 Bitcoins par jour. Ce sera le halving, mais ce sera le halving le plus important de l'histoire du Bitcoin. Parce que vous parlez de l'équivalent de quelqu'un qui entre sur le marché en disant qu'il va acheter à 8,5 milliards de dollars de Bitcoin par an pendant les 4 prochaines années, garanti. C'est l'impact de la demande. 8,5 milliards, soit 23 millions de dollars par jour au prix d'aujourd'hui. Maintenant, c'est un énorme montant, mais plus important encore, c'est un énorme déplacement de l'offre en termes de demande dans l'année où la demande via les ETF a explosé de 4 à 10 fois l'offre quotidienne. Donc, ce que vous avez, c'est du capital institutionnel entrant et ensuite l'offre qui est réduite de moitié. Et vous savez ce qui s'est passé avec ces ETF? Eh bien, voici ce qui s'est passé. L'approbation des ETF a été une véritable validation de Bitcoin en tant que classe d'actifs par les régulateurs. Et quiconque pensait à interdire Bitcoin ou ne pas approuver les ETF Bitcoin est maintenant hors consensus. Donc, cela a vraiment changé le consensus mondial de peut-être que c'est trop beau pour être vrai, peut-être que ça sera interdit, peut-être que ça ne le sera pas. L'approbation de ces ETF signifie que peu importe qui gagne les élections de 2024, cela a retiré l'avenir de Bitcoin des mains du président, des mains du futur président de la SEC et des mains de la plupart des régulateurs dans le monde. Nous avons pratiquement ouvert la boîte de Pandore, franchi le Rubicon. C'est très concret à ce point. C'était incertain juste avant, donc c'est une énorme clarification réglementaire. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que cela a créé une dynamique positive où maintenant, je pense que vous voyez une pression pour approuver les ETF dans d'autres endroits. En Asie, vous verrez probablement des ETF sur Bitcoin à Hong Kong et vous verrez probablement qu'ils seront approuvés dans tous les pays où les gens sont offensés. Cela a également créé une guerre des frais. Il était auparavant nécessaire de payer 2,5% pour détenir votre argent dans Grayscale. Et tout à coup, maintenant, vous payez 1,5% chez Grayscale, mais vous payez 25 points de base chez BlackRock, ou vous payez 20 points de base et même 19 points de base. Non seulement cela réduit les frais pour les détenteurs institutionnels de Bitcoin aux États-Unis, mais cela a également exercé une pression sur les frais internationaux. Vous avez vu en fait un effet de propagation où les frais pour les ETF en Europe, au Canada ou ailleurs dans le monde, qui avaient des frais de 100 points de base ou de 150 points de base, doivent désormais réduire leurs frais. Sinon, le capital va sortir de leurs instruments pour aller vers les instruments à moindre coût. Donc, oui, laissez-moi vous expliquer les mathématiques ici. Si vous avez un actif à durée infinie et que vous allez investir de l'argent dedans, alors la différence entre 2% de frais et 25 points de base de frais représente une perte de 37% de votre argent. Vous comprenez? C'est comme si je prenais un tiers de votre argent.
Donc, si vous êtes un investisseur en Bitcoin, avoir des frais bas signifie que vous investissez 1 million et que vous gardez le 1 million. Alors qu'avoir des frais élevés signifie que vous investissez 1 million et que vous perdez 300 000 sur une période de 20 ans. Donc, ces frais bas, où cela va-t-il se manifester? Cela va faire monter le prix de l'actif. D'abord, parce que les personnes qui possèdent l'actif ne perdent pas 1 ou 2% de leur argent chaque année, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit investir 1 million de dollars dedans, soit rien du tout. Donc, si j'aime, j'investirai 1 million, et si je ne l'aime pas, je n'investirai rien. Donc, vous commencez à voir l'argent se déplacer de l'or vers le Bitcoin, de l'immobilier vers le Bitcoin, de l'indice S&P vers le Bitcoin, et c'est donc un gros deal. Ainsi, le lancement des ETF a été très réussi. C'est le type d'actif idéal à mettre dans une enveloppe d'ETF. C'est définitivement l'actif le plus mondial. C'est la plus grande marque, tout le monde sait ce que c'est. C'est en fait le meilleur investissement thermodynamique. Il a les meilleures performances historiques et, bien sûr, il n'a pas toute la gamme de facteurs de risque qu'une entreprise a ou qu'une obligation a. Il n'a pas de risque de crédit. Il n'a pas de risque d'exécution d'entreprise. Il n'a pas de risque de dévaluation de la monnaie. Et il n'a pas les risques physiques de l'immobilier. Il ne sera jamais frappé par la foudre. Il n'y aura pas de tornade, il n'a pas de coût de maintenance, il n'a pas de risque de taxes foncières. Il n'a pas de risque politique. Posez-vous la question. Vous avez 1 milliard de dollars et vous devez acheter de l'immobilier en Afrique. Où? Où voulez-vous investir 1 milliard de dollars dans un bâtiment? Quel pays? Quelle ville? Où? Ou bien, vous pouvez acheter des bitcoins et bien sûr, comme vous pouvez le voir, c'est une chose de qualité supérieure. Quelle était la principale responsabilité de Bitcoin en entrant en 2024? Ce n'était pas le risque, ce n'était pas les facteurs de risque thermodynamique, ce n'était pas les capacités techniques. Le principal facteur de risque du Bitcoin entrant en 2024 était qu'un gouvernement l'interdirait.